Bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis ravi de vous accueillir dans ces lieux un peu prestigieux, un établissement de renommée situé dans la plus belle avenue de Paris, qui fait un peu la renommée de la gastronomie et du symbole de l'art de vivre à la française, mais sur la planète entière. Alors pour moi, c'est une première. C'est ma première conférence de presse en tant que président. Et je remercie avant tout Michel Fruchet, qui a assumé ses fonctions pendant 4 années, d'être présent et de passer le flambeau, on va dire. Voilà. Michel, merci beaucoup. Alors, nous avons beaucoup de choses à vous dire pour ce lancement de cette nouvelle saison festive. Vous le savez que, comme beaucoup de secteurs, nous avons subi beaucoup de turbulences, notamment les effets de la Covid, et conjugués, malheureusement, une fois de plus, à la vague d'influenza aviaire qui a lourdement impacté notre filière. Mais une fois de plus, l'ensemble de la profession du foie gras a fait preuve de résilience et a su s'adapter pour se mobiliser et faire preuve surtout de responsabilité pour affronter cette adversité. Aujourd'hui, nous abordons cette nouvelle saison festive avec de l'enthousiasme surtout, c'est surtout l'enthousiasme, de l'optimisme et surtout un ensemble de signaux positifs nous encouragent dans cette voie. Alors, dans un premier temps, je tiens à remercier les consommateurs qui sont rendus fidèles et à la fois présents pour la saison festive 2020, qui sont soldés par des achats un peu spectaculaires en fin d'année, un peu même, je dis franchement, un peu inespérés. Et je remercie absolument l'ensemble des consommateurs pour cet acte d'achat. Les premiers mois de l'année 2021 sont très encourageants et affichent à la fois des chiffres assez performants. En même temps, voilà, l'évolution du Covid, les taux de vaccination qui s'améliorent, mais la restauration reprend des couleurs. Et ça, c'est pour nous, la partie restauration, c'est un segment de marché qui est pour nous très important aussi. Mais il n'y a pas que, il y a aussi l'exportation qui reprend tout doucement, mais voilà, ça redémarre tout doucement, on reprend nos places. C'est des clients qui nous attendaient. Et dès qu'on a retrouvé notre statut indemne, notamment par l'import des pays tiers dans l'Asie, depuis le mois de septembre, voilà, on refait la démarche pour exporter. Et bien sûr, tout ça, c'est une grande réussite grâce aux consommateurs qui, pour eux, le foie gras, c'est ineffectivement, ils sont fans de foie gras, quoi. Ils le prouvent chaque année pour être dans leur acte d'achat et pour les moments un peu spéciaux et incontournables de festivités de fin d'année. Alors, dans ce contexte, nous devons rester responsables, mais surtout mobilisés. Alors, responsables en poursuivant un travail rigoureux sur le terrain pour sécuriser notre production et protéger nos animaux d'un éventuel phénomène de cas d'influenza. Alors, ce travail passe bien par l'application rigoureuse de plans de lutte qui est co-construit avec les pouvoirs publics. Alors, je tiens à rappeler une chose un peu particulière, c'est que le plein air, c'est avant tout notre modèle et notre ADN. Voilà. Le plein air, c'est en gros la base et le socle de base de la production de filière foie gras. Voilà. Malgré tout, il est indispensable de protéger les animaux car il y a un risque de contamination lié à la faune sauvage et surtout les mettre à l'abri quand le risque est vraiment avéré. Voilà. C'est une nouvelle donne qu'il faut mettre en place, qu'il faut inculquer et que chaque producteur, en termes de responsabilité, doit mettre en place. Et ça y est, les travaux à travers la feuille de route sont en train de se faire pour que les actions de mise à l'abri se fassent. Personnellement, j'aurais dû commencer par ça. Je suis producteur de foie gras, agriculteur au département des Landes. Et je vous avoue franchement que je fais entièrement confiance à mes collègues dans ce qu'on appelle l'intelligence collective pour mettre tout en œuvre pour éviter une nouvelle épizootie. Vous savez,
ce nouveau challenge que nous avons, c'est quand même fondamental pour l'avenir de notre production. Voilà. Et je vous garantis que l'ensemble des productions, des maillons de la production, on va dire, font des efforts, à la fois sanitaires, mais aussi de réactivité pour éviter qu'on revive le même phénomène. Alors nous devons également, nous tous, nous mobiliser pour répondre aux attentes festives de nos consommateurs. Alors c'est en particulier tout le travail que font nos marques pour imaginer, une fois de plus, de nouvelles recettes et des nouveaux produits pour se faire plaisir dans des moments festifs, où réunit l'ensemble de nos familles et nos amis. Alors je tiens là aussi à rassurer, il y aura du foie gras pour tout le monde. Voilà. Par contre, si vous êtes pressé et vous avez un doute, l'acte d'achat, vous pouvez le faire dès maintenant. Alors, pour souvenir cette consommation, nous avons également mobilisé beaucoup de moyens de communication. Et afin de valoriser et d'expliquer notre production auprès de plus grand nombre de citoyens. Voilà. Ça, c'est important. On passe sur une étape où la transparence de nos modèles, à la fois d'élevage et de fabrication, on veut le montrer à travers l'ensemble des moyens de communication, et qui va de la télévision, la presse écrite, les moyens sociaux, les réseaux sociaux. Voilà. Bon, vous l'avez compris, le maître mot de l'ensemble de la filière, c'est de l'enthousiasme, de l'optimisme, mais aussi être responsable. Voilà. Alors, nous avons la chance, ici présent, d'avoir Guillaume Gomez, qui est en train de lancer l'année de la gastronomie. Alors, Guillaume, si tu peux bien nous rejoindre pour nous parler de ce nouveau projet de l'année de la gastronomie. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Michel, cher Marie-Pierre, cher Eric. J'interviens, alors c'était pas prévu dans votre déroulé. Je vais essayer de faire court parce que les discours sont toujours un petit peu longs, puis je sais que vous avez un joli déjeuner qui vous attend. M'excusez déjà de ne pas pouvoir rester. Alors, vous le savez, je suis un ami du CIFOG. Je l'étais en tant que chef de cuisine du Palais de l'Élysée. Je le suis aujourd'hui en tant qu'ambassadeur pour la gastronomie. On travaille sur de nombreux dossiers. Vous avez 8 associations qui sont partenaires. J'en fais partie de 7, je crois, sur les 8 et j'en préside 2. Donc j'ai été à vos côtés, je suis à vos côtés et je serai toujours à vos côtés. Mais comme on est amis, on se dit les choses. Et c'est vrai que vous êtes une filière qui n'a pas les 2 pieds dans le même sabot. Vous avancez. Et c'est vrai que l'attente aujourd'hui que l'on peut avoir, autant en tant que chef de cuisine, et je salue mes confrères chefs qui sont dans la salle, j'en ai vu quelques-uns, que le consommateur, en fait, vous devez aller encore plus loin. C'est-à-dire que vous êtes sur des travaux, vous faites des choses, vous avancez. Et là où on voit que le CIFOG est organisé et que la filière s'organise, c'est que vous êtes déjà dans les attentes du futur, dans 5 ans, dans 10 ans, parce que on compte sur vous, nous, en tant que chef, déjà, parce que je l'ai fait quand même pendant près de 30 ans, donc je sais qu'on a toujours la tête dans le guidon, et quand on passe par une période comme celle que l'on vient de connaître, ça s'arrête d'un coup, et là, on a besoin de gens qui sont visionnaires, et je pense que pour vos producteurs, pour les gens de la filière, c'est exactement la même chose, c'est à ça que doit servir le CIFOG aussi, c'est d'aller toujours de l'avant. Donc moi, un grand bravo déjà à ce que vous faites, et vous parlez rapidement de l'année de la gastronomie. Donc l'année de la gastronomie avait été annoncée par le Premier ministre et souhaitée par le Président de la République. Elle démarre, ça y est, donc ce ne sera pas une année calendaire comme on pourrait l'entendre, ce n'est pas 2021 ou 2022, elle va démarrer à la saison hiver 2021, donc en plein dans la bonne période pour les bons produits, que ce soit le confit, le foie gras, le magret que vous défendez, et elle va continuer jusqu'à l'automne 2022. Donc je vous invite à aller voir toutes et tous sur le site Année de la gastronomie, parce qu'il y a un petit peu de budget à distribuer en fonction des projets qui seront menés, et les projets sont ouverts à tous, aussi bien à des particuliers, à des associations, à des régions, à des organismes. Il y a un calendrier qui est établi en fonction de la saisonnalité et en fonction des thématiques qui sont choisies pour ces saisons, la transmission, la France tournée vers l'Europe, l'inclusion, la production et ainsi de suite, les valeurs qui nous lient tous. Et je pense qu'un producteur, une organisation peut avoir un projet intéressant à faire porter, et on peut vous accompagner avec soit une labellisation Année de la gastronomie, et il y a deux enveloppes, une de 20 000 et une de 50 000 euros pour porter des projets. Donc ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant pour aller vers créer une manifestation peut-être, ou accompagner celles et ceux qui sont déjà dans une certaine dynamique de valoriser la gastronomie, et c'est bien sûr ce que vous faites. Juste un dernier petit mot.
par rapport à toutes ces associations. Vous savez qu'avec Eurotoc, on a fédéré il y a maintenant quelques années justement ce club, on va dire, des chefs pour que Eurotoc, qui est au service des produits, soit au service de tous les chefs. Et on a fédéré donc les associations, notamment autour de vous, mais autour d'autres aussi modes de production. Alors, je ne veux pas casser le rythme, et je sais que vous allez aborder ça tout à l'heure, mais à Eurotoc, il y a un sujet qui nous tient vraiment à cœur, c'est la préservation de l'élevage de qualité. Vous êtes des éleveurs de qualité, vous êtes un vrai savoir-faire français, vous êtes un pan de notre économie, vous êtes un pan de notre culture, et vous êtes une chance pour notre gastronomie, et vous êtes une chance pour la France. Et c'est vraiment une spécificité française. Donc, il y a une pétition qui a été mise en ligne par Eurotoc pour préserver cette méthode d'élevage traditionnelle, pas juste le foie gras, mais également nos éleveurs d'agneaux, nos éleveurs de bœufs. Vous savez que la filière viande est en ce moment challenger, si c'était pour pas dire attaquer, pour aller vers peut-être d'autres méthodes. Et le sujet des chefs, le sujet des gastronomes et le sujet de la gastronomie française, c'est d'écouter bien sûr ce qui se passe, c'est peut-être de chercher ensemble des solutions, mais en tout cas, c'est pas à l'encontre de notre savoir-faire, notre culture et de nos producteurs et de nos agriculteurs. Donc les chefs de cuisine et Eurotoc en particulier sera toujours à vos côtés. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence de presse, un très bon appétit. J'ai vu tout ce qui se préparait en bas. Je vous envie. Malheureusement, je dois partir, mais j'ai déjà mon foie en ce qui concerne le foie gras. Donc je reviendrai. À très vite. Merci beaucoup. Merci Guillaume. Une action sur l'année de la gastronomie, pour nous, ça fait chaud au cœur parce qu'en fait, on intègre pile poil nos produits et on aura chaud au cœur de s'y impliquer et de s'approprier. Merci. Alors, pour mettre en œuvre tous mes propos en avant-première, je vais appeler Marie-Pierre qui va vous expliquer l'ensemble de mes propos. Merci. Bonjour à tout le monde, et c'est réellement un vrai plaisir de se retrouver dans ces lieux, ma foi prestigieux, pour parler de notre produit fétiche si exceptionnel. Et c'est effectivement une joie encore plus importante après ces périodes où nous avons été confinés, où nous n'avons pas pu aller dans les restaurants, et tout cela redémarre, et pour notre plus grande joie bien sûr. Donc ce foie gras, il est exceptionnel. C'est un foie gras aussi qui est attendu par tous les Français pour ce temps de retrouvailles que nous allons avoir plaisir de vivre pour ces fêtes de fin d'année, mais que nous avons peut-être déjà retrouvé dans d'autres occasions, au restaurant, etc. Parce que nous en avions tant envie. Donc, comme vous le savez, nous vous le présentons régulièrement. Nous avons un baromètre que nous suivons pour vérifier notre cote d'amour auprès des consommateurs français. Et quelle est la joie de constater qu'à nouveau, nous avons de très beaux résultats qui prouvent l'attachement des Français et qui jugent ce foie gras incontournable pour les repas de fête de fin d'année. Donc, selon l'enquête CFSA qui a été conduite en décembre dernier, bien sûr, le foie gras reste ancré dans les habitudes festives des Français. Bien évidemment, les Français en sont réellement amoureux. Et moi, j'en fais partie, bien sûr, je vous rassure. Donc, plus de 9 Français sur 10 déclarent en consommer. C'est très important de le voir. C'est un produit de notre patrimoine gastronomique qui est incontournable pour 8 Français sur 10 des repas festifs de Noël ou de Saint-Sylvestre. Il est même plus populaire que la bûche de Noël. Quand on regarde le podium, effectivement, le foie gras est sur la première des marches pour 78% des Français en tant que produit incontournable des fêtes de fin d'année, suivi de près, bien sûr, par le saumon fumé et la bûche de Noël pour 66%. Mais notre filière est riche d'autres produits que vous connaissez aussi, bien sûr. Le magret. Le magret est aussi très symbolique des fêtes de fin d'année. On ne va pas décrire toutes ses qualités parce qu'on en aurait pour un petit moment, mais pour 6 Français sur 10, le magret fait partie des plats de fête de fin d'année. Effectivement, il y a, et l'on constate, une consommation saisonnière de ce produit. Juste rappeler que ce sont des mets qui sont définis dans la réglementation française et européenne. C'est important, en ces temps un petit peu chahutés, de rappeler qu'en 2006, le foie gras est entré dans le code rural en tant que produit du patrimoine culturel et gastronomique français et qu'à ce titre-là, on ne produit pas du foie gras n'importe comment. Le foie gras, c'est un produit qui est issu d'un long process de production d'une part, de fabrication artisanale d'autre part. C'est un produit made in France, donc qui est totalement attaché et symbolique du savoir-faire traditionnel de nos entreprises et de nos chefs français. De la même manière, le magret
est également associé à l'image de la France, puisque pour 86%, c'est un produit français, et issu de son savoir-faire traditionnel pour 88%. Alors, nous avons retrouvé nos amis restaurateurs, les restaurants sont revenus, et nous voulons leur dire 5 bonnes raisons qu'il faut remettre, et qu'il faut mettre surtout en avant, les produits de notre filière, que ce soit le foie gras ou le magret d'ailleurs. D'abord, pour ce qui est du foie gras, c'est un atout d'avoir du foie gras à la carte pour notre restauration traditionnelle que le monde nous envie. Quand on voyage un petit peu, on tombe sur la cuisine internationale qui n'émeut plus personne. Nous avons cette pépite d'avoir une gastronomie qui est bien particulière, traditionnelle et que le monde entier nous envie. Donc, non seulement c'est un point important, mais les Français ont envie de trouver le foie gras à la carte et ils le disent pour 70%. Même des Français qui souhaiteraient l'avoir à la carte, non seulement pour les fêtes de fin d'année, mais tout au long de l'année. 88% pour Noël. De la même manière, quand on a du foie gras à la carte, ça valorise l'établissement et l'image de l'établissement. Parce que nous avons quand même beaucoup de gourmets parmi nous, beaucoup de gastronomes qui sont à la recherche de sensations, de moments d'émotion culinaire. Et avec le foie gras, il y a 1000 façons, effectivement, de se démarquer. 75% des restaurateurs qui servent les produits issus du canard gras estiment que cela valorise la carte de leur établissement et l'image de leur établissement. Ensuite, c'est un moyen d'affirmer le talent du chef. Effectivement, savoir mettre en œuvre une recette originale, et nous l'avons vu ce matin avec le challenge des jeunes créateurs dont on va vous parler après, 6 jeunes qui se sont lancés à préparer une recette autour du foie gras avec une créativité. On voit que c'est vraiment un produit qui est magique en cela. Et donc 96% des restaurateurs qui utilisent du canard gras estiment que les recettes sont facilement personnalisables et on peut apporter une touche du chef qui va donc donner naissance à des créations culinaires qui sont tout à fait sublimes, magiques et qui émeuvent les papilles. Voilà. Et de plus, on peut s'accorder très facilement avec les produits locaux de saison. Je ne vais pas vous faire le couplet du foie gras avec le raisin, avec la pomme, c'est l'automne maintenant. On a vraiment une kyrielle de recettes possibles avec chacun des produits de saison. Ensuite, bien sûr, il faut parler un petit peu économie. D'avoir du foie gras, du magret à la carte, c'est un produit qui est tendance aujourd'hui. Dans les nouvelles façons de présentation, bien sûr les burgers qu'on ne cite plus, mais toutes les planches apéritives, toutes les propositions qui sont faites aujourd'hui de nouvelles façons de consommation, nos produits se prêtent totalement à être déclinés dans ces dans ces produits tendance. Et effectivement, 93% des restaurateurs le disent. Et proposer à la carte nos produits, c'est aussi c'est bien pour leur chiffre d'affaires. Voilà. Et ça, c'est important de le souligner. Et enfin, et c'est la 5e raison à laquelle nous tenons beaucoup, c'est contribuer à valoriser le patrimoine culturel et gastronomique français. Et là, je lèverai presque un étendard. Il faut vraiment dire que nos produits, il y en a bien d'autres, on pourrait en citer des milliers, qui font la richesse de notre patrimoine gastronomique. Effectivement, en faisant vivre ces produits-là, on fait vivre le patrimoine culturel de la France, et Guillaume l'a bien expliqué tout à l'heure, et on le rejoint en cela, parce que le monde entier nous envie cette gastronomie, et nous faisons partie, à notre modeste échelle, de ce qui permet de valoriser ce patrimoine. Voilà. Donc cette petite mise en bouche, je dirais, pour rappeler nos fondamentaux, nous avons aussi à vous partager des signaux qui sont de bon augure pour cette année 2021. Malgré tout ce qui peut se passer, qui a perturbé cette année, comme l'a rappelé Eric dans son introduction. Tout d'abord, les ventes en grande surface. Les ménages augmentent leurs achats en grande surface pour ce début d'année. Nous avons les chiffres qui portent jusqu'à mi-septembre. Et mi-septembre, donc, nous avons une progression en volume de 3,6% et de 3,8% en valeur. Tout le monde ne peut pas revendiquer ces évolutions, nous en sommes fiers. Rappelez simplement que durant l'hiver dernier, la levée du confinement dans certes des conditions contraintes au 15 décembre nous a parce que nous avons su nous adapter, proposer des conditionnements de petite taille, nous ont amené 1,2 million de ménages acheteurs supplémentaires.
Nous étions donc avec aussi sur ces la quinzaine de fin d'année, les 2 dernières semaines, une progression de 32,2% des volumes achetés sur cette période-là par rapport à la même semaine l'année dernière, l'année précédente, et plus 27 sur la dernière semaine de l'année. De fait, les magasins qui étaient frileux, qui craignaient ne pas avoir une activité dans le même ordre de grandeur que les années précédentes, se sont bien retrouvés en rupture. Et c'est pour cela que la conserve, d'ailleurs, vraiment a très très bien marché, parce qu'effectivement, nous n'avions plus de produits frais ou mi-cuits en rayon. Nous le voyons sur la partie droite, donc une attractivité record en 2020 avec 42,7% de ménages acheteurs contre 38,4% en 2019. Alors là aussi, nous voulons dire à nos amis distributeurs les 5 bonnes raisons pour proposer du foie gras en rayon. Bon, d'abord, on le dit, on le répète, le foie gras c'est un produit plaisir qui peut répondre totalement à un achat d'impulsion dès lors qu'effectivement il est mis en avant. Ça a été le sujet de la première loi Egalim. De nous priver de cette mise en avant, ça avait été difficile parce qu'aujourd'hui, effectivement, on ne part pas forcément avec sur sa liste de courses, je vais acheter du foie gras, mais quand on est devant, qu'on le voit mis en avant, etc. Ah, et si on se faisait un petit plaisir, on s'achète un petit foie gras, on va le déguster ce week-end avec la famille, les enfants qui sont là, ou les parents, quand c'est les enfants qui invitent les parents, etc. Donc, premier point. Deuxième point, le foie gras des producteurs français est gage de qualité, de savoir-faire. On l'a identifié, on va le voir tout à l'heure. Nous avons l'identification non seulement de tout ce qui est l'IGP du foie gras de canard du sud-ouest, toute cette grande zone qui bénéficie de l'IGP depuis 2000, mais nous avons au niveau interprofessionnel, on va l'expliquer, mis en place des logos France pour toute la filière française. Ensuite, le foie gras, c'est un formidable capital d'attraction de la clientèle. Quand vous avez du foie gras qui est mis en avant dans votre magasin, que vous le mettez en avant, ça ne veut pas dire le solder à la façon des solderies. On le met en avant simplement. Donc ça attire l'œil et c'est un produit qui effectivement augmente le panier moyen de la ménagère. Ça c'est évident. Plus 1,2 million de ménages acheteurs, je le répète, en 2020. Enfin, pour les directeurs de magasins, c'est très évidemment une façon de bien faire fonctionner son magasin, d'augmenter son chiffre d'affaires. Une référence de foie gras mi-cuit génère 3,5 fois plus de chiffre d'affaires qu'une autre référence festive. C'est quand même très important. Voilà. Et la présence du foie gras en rayon valorise l'art de vivre et le patrimoine gastronomique français. Là aussi, quand on rentre dans un magasin, quand vous allez aux États-Unis, vous rentrez dans un magasin, pas grand-chose vous fait envie, je dois dire. Quand vous êtes en France, vous voyez toute cette multitude de produits. Vous avez le foie gras qui est mis en avant, qui est vraiment la gastronomie et un produit typique de notre gastronomie. Alors, la restauration, le foie gras est présent pour la reprise. Il se fait toujours dans un contexte perturbé, mais malgré tout, nous avons une augmentation de 28% des ventes en restauration de foie gras transformé. Nos entreprises ont vendu plus 28% de foie gras dès la réouverture des restaurants. C'est donc qu'il y a vraiment une attente. Ensuite, on note, et avec plaisir, je dois dire, le retour de toutes les activités événementielles. Nous avons été privés de tout cela. Et effectivement, le foie gras est bien souvent, dans toutes les opérations événementielles, un produit qui est là. Et nous observons donc une progression de 22% des ventes de foie gras cru transformés vers les grossistes pour ces occasions et en raison de ces occasions qui sont revenues. L'international, donc les exportations repartent à la hausse, malgré le contexte effectivement d'influenza aviaire qui nous met dans un contexte de fermeture de certains marchés aux pays à l'export. Il faut quand même noter que nous sommes toujours avec une balance commerciale positive. En 2020, nous avions un excédent de plus de 40 millions d'euros qui s'explique par le rebond des exportations et bien sûr la baisse des importations, puisque nos entreprises, les restaurateurs qui peuvent utiliser de la matière première qui vient d'autres pays de l'Union européenne ont drastiquement baissé leurs achats en 2020 du fait de la conjoncture qui était compliquée. Et donc nous sommes fiers d'avoir une balance commerciale positive pour la France. Ensuite, pour ce début d'année, donc les 7 premiers mois de l'année 2021, les exportations de préparation à base de foie gras progressent de 17% en volume et sous forme de foie cru de 11%. C'est donc essentiellement au sein de l'Union européenne que ces exportations progressent puisque, vous le savez,
sur au moins les produits crus, les pays tiers n'étaient pas réouverts. Nous attendons bien sûr une forte commande du Japon, de ces pays-là qui sont en train de réouvrir progressivement. Il est plus facile de fermer les pays que de les réouvrir, je vous assure, malgré toute la diplomatie, la mobilisation des services de l'État pour faire ce travail pour réouvrir. C'est beaucoup plus compliqué. La Chine que nous venions d'ouvrir va peut-être réouvrir, mais c'est encore compliqué. C'est vraiment malheureux, mais c'est là pour cela que nous sommes là aussi, l'Interpro, les professionnels fédérés, pour faire ce travail-là, d'aider l'administration à pouvoir réouvrir les marchés, parce que c'est de leur ressort de pouvoir mener cette activité diplomatique. Alors, on en a parlé, le président Éric Dumas l'a annoncé, nous sommes vraiment dans un état d'esprit d'être une filière responsable, malheureux d'avoir subi encore ce 3e épisode de l'hiver dernier. Personne, je vous assure, pensait qu'il allait y avoir encore, que l'on allait pouvoir subir ce nouvel épisode. Les scientifiques sont unanimes pour considérer 2 facteurs à cette 3e épisode aussi. C'est le fait qu'il y avait des animaux restés en extérieur dans des territoires vulnérables qui sont sous le passage des migrations. Aujourd'hui, il y a eu, on l'a dit, des groupes de travaux qui ont été menés et qui rassemblaient les services de l'État, les professionnels, toutes les filières avicoles. Tous les syndicats agricoles, je le dis bien et je le répète, ont participé à ces travaux. Nous, au niveau de l'interprofession, nous avons mené en miroir les groupes de travaux pour bien prendre tous les points d'observation et les inquiétudes, tout ce qu'il fallait faire pour être plus robuste à cette rentrée. La feuille de route, elle a été dictée. Donc on va juste rappeler que nous avons un petit trou, je dirais, de 6,7 millions de canards qui ne sont pas produits. On va voir très exactement les chiffres un peu plus loin. La production a redémarré en juin et nous sommes fiers qu'il n'y ait pas eu de résurgence de ces foyers. Ça veut dire que tout le travail de nos producteurs, de nos éleveurs a été très bien fait. Ils ont tout nettoyé, tout désinfecté, appliqué les règles de biosécurité pour que tout redémarre sans qu'il y ait la résurgence d'un cas. C'est important de le noter. Le 8 juillet, nous avons signé aux côtés du ministre une feuille de route qui renforce les mesures que nous devons appliquer. C'est énorme ce qui est comme mesure complémentaire que doivent appliquer nos producteurs. Bien sûr, l'obligation de mettre à l'abri de façon généralisée, quel que soit le nombre d'animaux, dans les élevages dès lors que le risque passe en risque élevé. La fameuse dérogation des 3200 animaux qui pouvaient rester à l'abri quand le risque s'élevait et qui a été, je pense, une des raisons pour lesquelles les animaux restés à l'abri dans des territoires vulnérables a été la clé d'entrée du virus qui ensuite s'est propagé dans des zones trop denses. Cette dérogation, elle est supprimée. On met à l'abri dans des conditions adaptées. On va le voir tout à l'heure parce que c'est quand même important que vous ayez un petit peu d'explication technique. On va essayer de ne pas être rébarbatif, mais je tiens à ce que l'on puisse avoir des choses posées et très explicites. Et ensuite, une diminution des densités d'élevage dans les zones où les territoires sont vulnérables parce qu'il y a trop d'animaux. Voilà. C'est ce que l'on appelle les zones à risque de diffusion, dans notre jargon, les ZRD. On va l'expliquer parce que c'est le champ réglementaire qui a été pris. Donc, le 2 septembre, nous avons retrouvé le statut indemne auprès de l'Office international des épizooties, de l'OIE, qui a d'ailleurs été publié hier, je crois, ou avant-hier. Voilà. Le 29 septembre est paru les 2 arrêtés ministériels qu'a souhaité le ministère de l'Agriculture, avec une entrée en application immédiate, du 1er octobre. Et le 4 octobre, nous, interprofession, la profession, a adopté un accord interprofessionnel qui vient compléter les mesures réglementaires. On rentre un petit peu dans le détail, je vous assure, il y a 3 diapos. Ça va aller. Premier arrêté, cet arrêté définit les zones à risque de diffusion, ZRD, avec des mesures spécifiques dans ces zones. Vous voyez très rapidement, puisque la carte le schématise ici, c'est les bassins qui ont été, pour ce qui est du sud-ouest, impactés par ce 3e épisode d'influenza aviaire. Et pour ce qui est de l'ouest, la zone de densité importante pour nos amis donc vendéens, sartois et, pardonnez-moi, les autres départements. Monsieur Michel Fruchet, pardon. Voilà. Alors, que dit cet arrêté ? Cet arrêté place 539 communes
en risque à diffusion. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'élevage et que si le niveau de risque s'élève, tous à l'abri. Quand il pleut, on met le parapluie. D'accord ? Les mesures de surveillance sont adaptées et elles sont renforcées, notamment pour les intervenants en élevage. Quand le risque passe de négligeable à modéré, aujourd'hui nous sommes en risque modéré. La mise à l'abri est obligatoire pour les palmipèdes de moins de 42 jours. C'est-à-dire aujourd'hui, vous êtes éleveur, vous avez des petits cantons qui ont 30 jours, ces animaux ne doivent pas sortir, ils restent à l'intérieur. Par contre, les animaux qui sont plus âgés, qui sont déjà dehors, on gère au plus vite et au mieux la mise à l'abri de ces animaux. Voilà. C'est ça, hein ? Voilà. C'est parce qu'il fallait bien expliquer, parce que ça peut choquer de dire qu'on ne met à l'abri que les moins de 42. Non, les moins de 42, ils ne sortiront pas du tout. Ceux qui sont dehors, on les met à l'abri le plus possible, le plus vite possible, on gère pour qu'il y ait le moins d'animaux dehors. Quand on passe à un risque élevé, le plan de surveillance est renforcé, notamment pour tous les palmipèdes avant les mouvements, des analyses, etc. Le deuxième arrêté, il renforce l'arrêté qui définissait déjà les règles de biosécurité. Avec, premier point, l'obligation de télédéclarer son élevage, de déclarer la mise en place de ces animaux et la sortie de ces animaux. Ça, c'est un point important. Nous, on l'a totalement mis en place depuis 2017. On a une base de données avicole. On est prêt pour cela. Deuxième point, il n'y a plus de dérogation à la mise à l'abri. Les 3200, c'est terminé. Mais on a des conditions d'élevage, des conditions de mise à l'abri qui sont adaptées selon les types d'élevage. D'une part, on définit la densité maximale des animaux à l'abri. C'est-à-dire, pour être pédagogique, maximum, dans un bâtiment fermé, on met 6 animaux au mètre carré et 4 pour un abri qui est plus léger. Aujourd'hui, comme nos animaux en temps de vie normal, nos animaux vont à l'extérieur. Et donc, quand on démarre, quand on est en temps de paix, je dirais, on est plutôt à des densités de 7,5 au mètre carré. Donc, 7,5 au carré, s'il faut les fermer tous dans le bâtiment, ça n'est pas possible. On ne sait pas le gérer, on ne sait pas le faire. Et là, il y a des problèmes de bien-être animal, il y a des problèmes. Donc, quand on va rentrer, et c'est aussi l'intérêt de notre accord interprofessionnel, quand on rentre dans cette période sensible migratoire, du 15 novembre au 15 mars, on doit anticiper. On ne met pas des animaux à 7 au mètre carré. On les met à 6, parce que s'il faut les fermer, on les ferme. Si le risque reste négligeable, il reste dehors. Si le risque s'élève, on rentre les animaux, tous à l'abri, sous le parapluie. D'accord ? De la même manière, vous savez qu'il y a donc des éleveurs qui font toute la chaîne de production sur leur exploitation. C'est ce que l'on appelle le circuit court autarcique. Il n'y a pas des mouvements d'animaux qui viennent d'autres exploitations. Ils rentrent des animaux un jour, ils sortent des animaux en boîte, prêts à la consommation. Dans ce cas-là, on peut considérer que le risque de propagation, il est minimisé. Dans ce cas-là, il a été autorisé. Et aussi parce que ce sont des petites structures, que en général, ils ont des tailles d'élevage beaucoup plus petites, parce que derrière, il y a toute la chaîne à gérer, de la production, l'engraissement, la transformation, la commercialisation. Donc, ils font des lots plus petits. Dans ces cas-là, il a été admis que l'on puisse mettre un abri sous filet, avec quand même un toit, mais c'est le filet qui ferme du risque de contamination avec l'avifaune, qui est adjacent au bâtiment. Et là, on a donc cette possibilité dans la limite de 1500 animaux. Donc là, on a vraiment serré les règles pour que l'on ne revive plus ce que l'on a vécu l'hiver dernier. Et en même temps, on accepte que pour les petits, dans des conditions particulières, en circuit autarcique, on adapte avec des solutions moins impactantes d'un point de vue financier aussi. Je rappelle, et là, Eric l'a dit tout à l'heure, le plein air, c'est notre nature. C'est-à-dire, nous, ce que l'on veut, c'est être en temps de paix et pouvoir élever nos animaux dehors. Voilà, c'est ça qu'on veut et on le répète. Par contre, s'il pleut, il faut se mettre à l'abri. C'est une image. Le deuxième arrêté a également d'autres conséquences, c'est que l'on doit surveiller l'ensemble des souches d'analyse. Ça, nous, on est habitués. Ça coûte un petit peu. Ça coûte. Ça fait partie de l'augmentation de nos coûts de production. Mais si on veut savoir, on ne peut pas rouler en plein brouillard avec les phares éteints. D'accord ? Et en pleine nuit, j'ai oublié. Il faut les anti-brouillards et les phares. Donc, on mesure, on analyse. Il n'y a que comme ça. La science, et ça nous permet de nous guider, de nous aider à avancer. Ensuite,
on impose des durées minimales de vide sanitaire qui sont de 42 jours sur les parcours, 14 jours dans un bâtiment d'élevage, souvenez-vous de ça, 14 jours c'est le champ réglementaire, et 2 jours en salle d'engraissement. Et enfin, on impose un audit de biosécurité annuel. Tous les ans, les producteurs doivent attester qu'ils sont en capacité de mettre les animaux à l'abri si le risque s'élève, et on fait auditer par un tiers. Vraiment, c'est ceinture bretelle, j'espère que cela est suffisant. De la même manière et en complément, l'interprofession a adopté un accord interprofessionnel complémentaire le 4 octobre dernier. Comment on adopte un accord interprofessionnel dans une interprofession? La règle chez nous, c'est l'unanimité des collèges. Les collèges, c'est le collège des producteurs, le collège des entreprises. Dans le collège des producteurs, on a toutes les tendances syndicales qui sont représentées. Je vais plus loin. On a la FNSEA, la Confédération paysanne, le MODEF, la coordination rurale. Tous ces gens-là ont été consultés et ont donné leur avis pour que l'on puisse prendre un accord interprofessionnel qui soit la représentation de ce que veut notre filière. Que dit cet accord interprofessionnel? Il dit, pour télédéclarer et respecter notre obligation réglementaire, on utilise BD Avicole qui est notre outil. Tout le monde utilise cet outil. Et c'est déployé depuis 2007. C'est rendu obligatoire. Celui qui ne le fait pas s'expose, si jamais il était foyer, à ne pas être indemnisé. C'est très important, ça c'est un point aussi complémentaire. Ce que nous avons pensé important, c'est que dans les zones à risque particulier, les zones à risque de diffusion, ZRD qui est nouveau, les risques particuliers, c'est les passages migratoires. Les zones où il y a des zones humides, voilà. Voilà. Dans ces zones-là, on augmente d'une semaine le vide sanitaire en élevage. On passe de 14 à 21 jours. Aujourd'hui, on est en risque modéré, donc on augmente d'une semaine le vide sanitaire quand on a terminé un lot, qu'on nettoie tout, quand tout est propre, tout est désinfecté, on arrête 21 jours avant de remettre. Cette disposition va permettre de contribuer, de diminuer le nombre de lots dans ces zones à risque de diffusion. On répond exactement à ce que disent les scientifiques. Il faut mettre les animaux à l'abri, il faut être en période à risque. Donc on doit planifier cette baisse des lots, on doit anticiper et ensuite, comme on doit mettre à l'abri, je vous l'ai expliqué à l'histoire de densité, on diminue quasiment d'un tiers la taille des lots. Voilà. Donc c'est fini pour le réglementaire. J'espère qu'en même temps, ça a été un peu pédagogique et pas trop fastidieux, mais c'est important de comprendre. Alors, qu'en est-il concernant l'évolution des volumes? Les volumes, voilà, on a, je pense en toute transparence qu'il faut le partager parce que c'est dur de vivre toutes ces petites torpilles-là, voilà, que vous voyez qui sont schématisées. Que dit ce graphique? Ce graphique en bleu, c'est l'évolution de la production sur notre territoire, nos agriculteurs et le nombre de foie gras qu'ils produisent. Donc nous étions en 2015 un peu plus de quasiment 19 000 tonnes. L'impact des 2 grippes aviaires nous fait plonger en 2017 jusqu'à un peu plus de 11 500 tonnes. Bon, vous voyez, hein, les 2 crises. Ensuite, on redémarre normalement, tranquillement. 2018, les consommateurs sont là, on repart, on est assez serein. Puis, on a l'impact de la loi Egalim qui nous a privés de cette mise en avant puisque plafonnée, etc. On ne va pas rentrer dans le détail. Le confinement, la fermeture des restaurants, qui là, effectivement, c'est... Je suis dans une région qui est proche de l'océan, vous savez, quand on prend les vagues. Quand on prend les vagues, là, on prend la vague du Covid, les restaurants se ferment. On se remettait un peu difficilement de l'impact de la loi Egalim. Et donc là, on est marée qui monte et on a des vagues. Voilà. Le Covid, on dit, bon, on serre les dents, on va y arriver. Notre produit peut se conserver. Ça n'est pas si grave, on va y arriver. Et puis malheureusement, donc on a quand même 2020 dû réduire la production en France de 13%. Et 2022, là, on a du sable dans le maillot, on a du mal à se relever, mais on se relève et on est là. Voilà. Donc là, l'influenza aviaire va avoir un impact d'une baisse complémentaire de 22% sur la production nationale. C'est-à-dire qu'on arrive sensiblement à un niveau de production de celui de 2017. Mais nous ne sommes pas du tout dans la configuration de 2017. Parce qu'effectivement, du fait de la fermeture des restaurants, etc., nous avons quelques stocks dans les entreprises qui permettent de confirmer ce qu'a annoncé Eric, il y aura du foie gras pour tout le monde à Noël. Les autres histogrammes symbolisent en orange les importations. Donc vous pouvez
considérer que moins d'un foie gras sur 10 viennent de l'Union européenne. Et les exports, qui sont certes, là on est l'estimation 2021, je pense qu'on reprend progressivement, mais bon voilà, il y a aussi, c'est beaucoup plus facile de fermer les pays que de les réouvrir. Alors, quelle tendance pour ces fêtes de fin d'année? Aujourd'hui, on peut dire nos entreprises sont, et nos marques vraiment sont imaginatives, mais sont aussi à renforcer les fondamentaux. Les fondamentaux et aussi ce qu'attendent nos consommateurs. Nous avons d'une part la mise en avant du savoir-faire de nos professionnels qui est valorisé. Bien souvent, on met en avant des partenariats avec des éleveurs, l'appartenance à des coopératives qui ne sont autres que des fédérations d'agriculteurs, hein, qui montrent les visages des collaborateurs. Qui sont derrière ce produit? Ce sont des gens de nos villages, ce sont des éleveurs, ce sont des mains qui travaillent et qui mettent en avant ce produit. Ce sont des salariés dans les entreprises qui trient les foies à la main, qui les préparent et les mettent dans les bocaux, etc. Donc, il y a des astuces modernes pour le redeviner, avec des QR codes qui sont mis sur les produits. L'origine, bien sûr, elle est mise en avant plus que jamais, puisque c'est quelque chose d'important. Nous avons même du label rouge dans nos produits. Alors, la tendance aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on est plutôt avec... Waouh, la photo, elle donne envie quand même. On est plutôt avec des valeurs sûres dans la liste des ingrédients. On simplifie, on est peut-être simplement dans la recherche ou l'innovation sur des notes aromatiques intenses, plus singulières. Bien sûr, le piment d'Espelette, la truffe, ça sont des valeurs sûres. Les alcools, le champagne, le cognac, l'armagnac ou le Gewürztraminer, ça aussi, c'est des valeurs sûres. Mais il y a des petites originalités, je crois que l'on va déguster tout à l'heure à l'apéritif. Sur le dressage des assiettes en restauration, on a aussi des petites innovations, des présentations en triangle, des présentations marbrées, etc. Donc, chez les restaurants, il y a aussi beaucoup d'innovations. L'origine France, on l'a dit, 3 logos, le magret de France, le confit de France, bien sûr, le foie gras de France. Qu'est-ce que veut dire ces logos? Les animaux sont nés, élevés, engraissés et préparés en France. C'est une initiative de l'Interpro qui a été mise en place à l'automne 2019, sur lequel nous pouvons dire qu'il vient compléter utilement l'information pour le consommateur quant à la réassurance de l'origine des produits qu'il voit en magasin. Et donc là, on le dit bien sûr que c'est important, on l'a testé. Pour ce logo, pour 92%, c'est rassurant pour les Français. Hein. Et également, 9 Français sur 10 considèrent que le logo Magret de France est une incitation à ce choix en magasin. Donc là, pour que vous ayez les idées claires sur les logos de notre filière, nous avons le niveau d'identification nationale avec foie gras de France, magret de France, confit de France, né, élevé, engraissé, transformé en France, qui vient compléter le dispositif qui existait déjà de l'IGP du canard à foie gras du Sud-Ouest pour le territoire du Grand Sud-Ouest, qui se décline, lui, et s'appuie sur un cahier des charges qui a été reconnu par l'Union européenne en 2000, un cahier des charges qui est le gage aussi d'une qualité d'un savoir-faire traditionnel, avec donc les 6 appellations des Landes, le Gers, le Périgord, le Quercy, la Gascogne. Je n'en ai que 5. Bon, je ne sais plus lequel c'est, le dernier. Et le premier, c'est l'IGP, tout à fait, dans 6 logos, et qui peut également être couplé à une démarche de label rouge. La Chalosse. Voilà. Ah ben, je devrais savoir pour la Chalosse. Il n'a pas de logo, la Chalosse? Ah, ben merci Fabien. Ok, voilà. Alors là, juste un petit clin d'œil, c'est que effectivement, notre demande filière foie gras, c'est que en restaurant, il y ait une loi qui permette de demander l'origine du foie gras dans les restaurants. C'est dans les tuyaux aujourd'hui, je crois, du champ législatif pour les viandes. Nous, on veut qu'il y ait le foie gras aussi. C'est vraiment une demande très très forte de notre profession que nous relayons auprès de nos amis parlementaires. Cette démarche d'identification, elle a été tout de suite approuvée par 8 associations qui représentent 10 000 chefs qui en font l'écho dans leurs restaurants, donc les cuisiniers de la République française, Eurotoc, l'Association des maîtres restaurateurs, les TOC françaises, les collectionneurs, les maîtres cuisiniers de France, le GNI et l'Académie culinaire de France, qui nous ont accompagnés. C'était l'objet de leur engagement en 2019. Nous sommes dans la transmission du savoir-faire. Et donc, le savoir-faire, c'est le savoir présenter aussi. Et donc, moi, j'ai l'honneur et la joie
de vous annoncer donc Sophie, qui a rejoint l'équipe du CIFOG il y a 1 an, et qui est une petite gersoise. Donc vous n'allez pas être dépaysés concernant l'accent, mais place à la jeunesse. Donc Sophie, à toi. Merci Marie-Pierre et bonjour à tous. Donc, on va maintenant parcourir ensemble les différentes actions de communication que la filière a mises en place, donc autour de 3 mots, la transparence, la pédagogie et le plaisir. Et vraiment, toutes ces actions, elles sont là donc, pour soutenir la consommation et également soutenir tous nos partenaires et tous ceux qui nous accompagnent, donc autant sur le monde donc, de la distribution que dans la restauration. Alors premièrement, le foie gras revient à la télévision, donc notre chère publicité, le foie gras exceptionnel à chaque fois, va venir cette fois-ci en sponsoring donc de la série culinaire Ici tout commence, qui est présente sur TF1 donc, tout au long de la semaine. On sera présent donc, à la télévision du 22 novembre au 31 décembre, autant donc, en direct que sur MyTF1, donc en replay. Également, on va venir sur le prime time, donc chaque jeudi. Donc vous aurez l'occasion de voir donc, notre sponsoring du 18 novembre au jeudi 16 décembre, pardon, donc sur les programmes français en soirée. Également, notre publicité originelle sera présente donc en replay sur France TV. Deuxième action, c'est la 4e édition donc, de la Semaine du foie gras qui, cette année, se déroule du 15 au 21 novembre. Donc, les restaurants partout en France en fait, vont accueillir les consommateurs et vous invitent donc, à découvrir le foie gras et leur foie gras en fait, qui cuisinent dans leur restaurant. Donc, nous avons mis à disposition dans tous les restaurants partenaires des livrets sur le foie gras et sur le magret, donc pour découvrir en fait, des idées recettes, mais également tous nos messages pédagogiques. Et les restaurants sont donc géolocalisés sur un site internet que l'on a créé, donc Semaine du foie gras, et ce qui va permettre aux consommateurs de voir en fait tous les restaurants qui participent à l'opération. Ça va les rendre curieux et ça va donc les pousser à aller consommer le produit dans les restaurants. On souhaite également remercier bien sûr les 7 organisations professionnelles qui sont partenaires, donc que Marie-Pierre a cité juste avant. Et donc merci beaucoup de nous accompagner encore une fois sur cette édition. Pour la 2e année, donc, on a la chance d'avoir notre ambassadeur de choc, donc Adrien Cachot, que l'on a découvert tous lors de Top Chef 2020. Donc Adrien, on t'invite donc avec nous. Super, merci Adrien. Donc cette année encore, tu mets ton audace au service de la filière foie gras et tu nous as créé en fait des recettes. Donc on va découvrir sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, s'il te plaît? Là, cette année, j'ai essayé de me concentrer sur des recettes qu'on peut réaliser à la maison, donc un peu plus simples que l'an dernier. Et voilà, essayer de trouver des recettes plaisir pour que ce soit accessible à tout le monde. Donc voilà, pour moi, c'est un produit plaisir. C'est le mot au final qui caractérise le mieux. Depuis mes 14 ans, voilà, j'en travaille. Et du coup, j'en mange depuis mes 14 ans. Et c'est vrai que c'est le mot qui revient le plus souvent. Même ce matin au concours, c'est un plaisir d'être là, de voir des jeunes qui se bougent sur le thème du foie gras. Donc voilà, c'est plaisir. Et moi, je suis très content encore d'être là. Et je vais essayer de faire des belles recettes. Je bûche à fond dessus. Donc je suis sur l'ouverture d'un restaurant. Je suis très heureux aussi de pouvoir de recommencer à faire à manger. Ça fait 2 ans maintenant que je suis sans activité. Donc voilà, je profite encore plus de tous les produits et évidemment du foie gras qui fait partie de mes produits fétiches. Bien, merci beaucoup. En tout cas, on a hâte, nous, de découvrir ton restaurant, de venir déguster Avec tes grand plaisir. plats et hâte de découvrir tes recettes et de pouvoir les tester chez nous. C'est ouverture dans 4 jours. Donc, une nouveauté cette année, on a remporté en fait un programme européen, donc notre programme Teach, qui est cofinancé par l'Europe sur 2 ans. Ça va nous permettre de mettre en place de multitudes d'actions donc, pour la jeune génération. Donc, on va venir en fait vraiment leur expliquer l'élevage et tout ce qu'on fait en fait dans la filière. Donc, c'est vraiment sur le thème de la pédagogie. Donc, on a voilà, merci Pierre. On a 2 en fait top chefs, donc ce sont nos ambassadeurs. Et ici, on a Pierre Chaumet. Et donc, bonjour. Voilà, donc tu es sur notre programme avec Mathias Marc. Ouais. Alors, notamment, on a rapidement beaucoup d'actions, donc autant sur le monde de la distribution que la restauration, avec des interventions dans les écoles et des formations. Mais toi, on va te retrouver dans une web-série
Donc, tu es parti en road trip en Dordogne. On s'est bien marré, ouais, avec Mathias qui est pas là, donc je vais parler aussi en son nom. On était tous un petit peu ensemble. Donc on est parti en Dordogne. On est parti 3-4 jours, me semble-t-il, à Sarlat. On a vu une première boutique d'un artisan conserveur, David, qui a une magnifique boutique. Donc là, on a vraiment pu goûter un petit peu tous les foie gras sous toutes ses formes. Et puis, on a eu la chance de partir aussi chez Florian, donc un éleveur de foie gras, de canard et d'oie, pardon. Et c'était un endroit vraiment magnifique. Comme lui le dit, c'était de génération en génération avec l'arrière-grand-mère, la grand-mère, Florian qui était là, ses enfants qui étaient là aussi au service. Et Florian, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est le respect des animaux et c'est ce qui fait des très très bons produits parce que c'est des gens qui sont passionnés et de voir les canards et les oies, comme tu l'expliquais tout à l'heure, à même sans être enfermé en plein air, tout ça. Et voilà, donc lui, il élève, il abat, il transforme. Et puis, on a eu la chance de manger le soir dans son restaurant de son auberge. Donc voilà, il fait vraiment tout sur place et c'était des souvenirs magnifiques. Et on a bien mangé, beaucoup mangé. J'ai fait une petite cure après quand même parce que bon, ça faisait beaucoup de produits du canard, mais c'était très bien et ça fait plaisir en fait que ce qu'on parlait tout à l'heure avec Adrien en fait voilà il faut défendre ces choses-là, ces bons produits qui coûtent forcément un peu plus cher, mais voilà un produit qualitatif il faut mettre forcément le prix et voilà. Ben, merci beaucoup. En tout cas, c'est vraiment un plaisir de travailler du coup avec toi et avec Mathias sur ce programme. Et notamment, si vous voulez découvrir les vidéos, donc elles vont sortir. Il y aura 3 épisodes qui vont être sur les réseaux sociaux du 1er novembre au 31 Je décembre. les ai pas vus moi encore. Tu ne les as J'ai pas hâte vus de les encore. voir. Nous, on les a vus. On en est très contents. Ils sont super. C'est vraiment... ils sont super curieux, enthousiastes, pardon, et c'est vraiment des vidéos ludiques. Vous allez voir, ils se sont prêtés à un blind test sur les différents types de foie gras aussi. Ouais, les yeux bandés, ouais. Exactement, ils ont très bien réussi. Donc, voilà, on vous invitera à aller voir ces vidéos sur les réseaux sociaux et sur notre site, donc rencontrefoiegras.fr. Et vous pourrez également découvrir les recettes donc, de foie gras qu'ils nous ont réalisées. Merci Voilà, beaucoup. merci Pierre. Merci. Hop, et enfin, on a le challenge foie gras des jeunes créateurs culinaires. Donc, c'est cette année la 17e édition donc, du concours. Le thème est le foie gras est une fête. Et les élèves et apprentis cuisiniers donc, de 16 à 25 ans ont réalisé une assiette festive comme au restaurant avec du foie gras. Donc, il y a eu une centaine de dossiers envoyés et le jury du concours a donc sélectionné 6 finalistes. La finale s'est déroulée ce matin donc, à l'école Ferrandi. Il y a eu toute une dégustation et la remise des prix se fera tout à l'heure, donc ici même au Plaza Athénée, lors du repas donc, du Cercle des Amoureux du Foie Gras. Donc maintenant, je vais repasser la parole à notre cher président Eric pour venir dire le petit mot de fin. Merci Sophie, merci Marie-Pierre. Vous voyez, quand on parle dynamique, ça se transpire dynamique et vraiment de l'assurance. Alors, vous voyez quand même que derrière tous nos produits, on est accompagné par des chefs. Je remercie Adrien et Pierre surtout de nous accompagner et de mettre en avant nos produits. Je pense que tous ces chiffres qu'on vous a donnés, à la fois sur l'aspect réglementaire, vous avez demandé, comme disait Marie-Pierre, pas une explication, mais une méthodologie pour comprendre un peu ce qui se passe sur le terrain et tout ce qu'on met en place aussi sur la fois de la production. Et surtout comprendre aussi comment réagissent les marchés et les impacts de marché qu'on a. Je vous remercie déjà à tous et à toutes de votre attention. Vous voyez bien quand même qu'on est tous sur certains blocs, on est prêts. La dynamique, comme disait Marie-Pierre, qui se renouvelle, mais toujours aussi présente, jeune, présente. Il y a une chose qui est sûre, c'est que vous allez retrouver l'ensemble de nos produits à travers les magasins, les restaurants, la télévision, les sites web, les réseaux sociaux. Vous, alors je ne vais pas vous faire le coup de charme, mais vous, journalistes, vous êtes nos meilleurs relais pour déployer nos produits et faire notre petit coup de publicité. Pour nous c'est important. Mais quand vous allez à un restaurant, vous avez bien vu que ce qui nous importe à nous, c'est la notion d'origine. Et ça, c'est important pour nous, que l'origine de France, avec toutes les syndicalités qui ont été déployées, ça fait partie de notre panel de produits qui permet de faire valoir notre produit de qualité.